Alors, bonjour à tous. Je vais passer rapidement à travers l'ordre du jour. On va parler aujourd'hui spécifiquement des cliniques numériques. Donc, on va parler d'où vient l'idée, comment on a mis en œuvre ce projet, les résultats et les bénéfices du grand programme, et aussi les aspects innovateurs, la pérennité, et il y aura une période de questions et réponses à la fin. Donc, d'où vient l'idée des cliniques numériques? Alors, si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, nous avions le Palais des Congrès à ouvrir comme clinique de vaccination pour tout ce qui est COVID. Donc, on avait un petit incident avec le COVID pendant 2 ans et il fallait ouvrir le Palais des Congrès en moins d'un mois et demi, je crois. On avait quelque chose comme 5 semaines pour ouvrir le Palais des Congrès. Initialement, cette clinique de vaccination allait être tout en mode papier. Donc, c'était quand même un grand enjeu pour nous parce que avoir en mode papier en pleine vaccination, avec tout le COVID et tous les risques, la population était très inquiète. Puis pour nous aussi, il fallait minimiser les contacts, il fallait se tenir à 2 mètres, c'était compliqué. Donc, on a tout repensé ça pour comment est-ce on pouvait utiliser des technologies qu'on avait, greffer une nouvelle technologie à ceux-là et déployer une clinique entièrement sans papier. Donc, ça a été un grand succès. On a développé un dossier vaccinal électronique qui intégrait 3 grandes technologies. Puis ça a permis d'ouvrir une clinique entièrement numérique. Donc, on a passé tout le parcours, se faisait il n'y avait pas de contact et se faisait en moins de 10 minutes. Donc, c'était quand même un retentissant succès. Ça a été ensuite déployé dans plusieurs autres CIUS. Donc, l'idée est venue de cette clinique-là. Et on a commencé à penser comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans nos parcours à l'interne, dans notre CIUS. Donc, tout ça, ça s'inscrit un peu dans notre vision de transformation numérique. Je ne passais pas à travers tous les blocs, mais notre vision se résume un peu par cette pyramide avec les différents morceaux. On a un bloc fondationnel en bas, un bloc fonctionnel et un bloc culturel où on travaille. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la stratégie d'informatisation. C'est le bloc en haut à gauche, que vous voyez, qui parle un peu des grands programmes et des différentes technologies qu'on peut mettre en place pour changer nos parcours et nos trajectoires. Mais il faut comprendre qu'en dessous de ça, il y a tous les éléments fondationnels. Donc, il faut avoir une infrastructure, il faut avoir des technologies, du Wi-Fi. Ensuite, il faut avoir des technologies de télésoins. Il faut avoir ainsi différentes technologies fondationnelles qui ensuite vont nous permettre de faire la stratégie d'informatisation. Notre stratégie d'informatisation vise à vraiment transformer les processus et la culture en place. Donc, changer du mode papier au mode complètement virtuel et se concentre sur vraiment faire progresser notre maturité en matière d'informatisation. Il y a aussi une stratégie de données qui est menée un peu par la DQEPE. Je pense qu'avec les tableaux de bord et tout ça on peut travailler avec la donnée pour avoir des meilleures trajectoires. Puis finalement, il y a une stratégie de culture du numérique où on vise à former les gens. Ce Lunch and Learn fait partie de cette stratégie-là, donc cet atelier, de former notre SIUS pour qu'on ait les outils pour pouvoir procéder aux prochaines étapes d'informatisation. C'est ces 3 stratégies qui mènent un peu notre transformation numérique. Évidemment, on met l'usager au cœur de la démarche. Donc, les 4 grands programmes, aujourd'hui, on parle du premier, qui est les cliniques numériques. Les cliniques numériques visent vraiment tout ce qui est ambulatoire. Donc, on veut que quelqu'un se présente à nos services ambulatoires et un parcours fluide et sans papier et que ça soit, on le reconnaisse immédiatement. On veut, bref, améliorer ce parcours-là. Ensuite, on a un deuxième programme qui s'appelle Séjour numérique qui, ça, vise vraiment à régler l'hospice, tout ce qui est, par exemple, CHSLD sans papier, ce qui est dans les différents hôpitaux, dans les différentes unités de soins. Donc, partout où il y a de l'hospice, on vise à informatiser ces processus-là. C'est un deuxième programme qu'on mène. Il y a un troisième programme qui débute maintenant avec certaines initiatives, comme l'alternative à l'hospitalisation. Donc, c'est vraiment le programme des soins et services à distance, parce qu'à travers le monde, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de plus en plus pour améliorer un peu tout ce qui est soins. Donc, avoir des soins à distance, permettre aux gens de rester à domicile puis être soignés, avoir une manière de suivre les personnes avec les objets intelligents, et ainsi de suite. Et finalement, il y a un dernier programme qui est un programme d'automatisation qui inclut tous les outils administratifs qu'on a, comme M365, Octopus, et aussi des outils de robotisation, donc avoir des robots virtuels qui viennent nous aider à faire nos processus qui, des fois, sont longs et répétitifs. Donc, on a quelques principes directeurs. On veut simplifier l'écosystème, on veut diminuer le papier, on veut moderniser les outils,
On veut harmoniser notre démarche et aussi s'assurer que nos processus sont humains. Donc, on ne veut pas avoir juste de la technologie qui crée une barrière pour certains de nos usagers. On veut vraiment les usagers soient au cœur de ça, de notre informatisation. Finalement, on améliore l'expérience et on veut informatiser et surtout automatiser nos processus administratifs. Donc, c'est ça un peu les programmes. Pour le programme des cliniques numériques, il couvre les quatre grandes activités que vous voyez. Donc, en premier, on veut informatiser la prise et la confirmation du rendez-vous. On veut que les patients reçoivent des textos, ou les usagers reçoivent des textos, puissent se faire de façon informatique, et ainsi de suite, pour faciliter un peu, utiliser les nouvelles technologies. Les gens s'attendent aussi à ce qu'on utilise des technologies modernes pour leur prise de rendez-vous. Ensuite, on veut améliorer l'accueil quand une personne arrive à l'hôpital ou arrive pour son rendez-vous dans une clinique CLSC. On veut que les notes soient informatisées et qu'elles soient accessibles électroniquement. Donc, on veut que ça permet de partager les notes entre les différents professionnels. Et finalement, on veut pouvoir transmettre aux pharmacies et même aux patients les résultats de façon électroniquement. Donc, ça serait l'entièreté du programme, qui est ciblé. Le programme, présentement, représente 59 cliniques qui ont été déployées et 97 cliniques avec le DME. Donc, les deux technologies combinées nous permettent de dire qu'on a transformé tout ce parcours-là. Donc, on a 59 nouvelles bornes qui ont été déployées, puis on a 97 cliniques qui maintenant utilisent un dossier médical électronique. C'est plus de 1500 professionnels, puis 450 000 rendez-vous qui maintenant sont informatisés. C'est quand même un gros programme avec beaucoup de défis. Donc, voici l'impact un peu, qu'est-ce que ça change? Avant d'avoir toutes ces technologies-là en place, souvent basées sur la clinique, les notes pouvaient être en papier ou morcelées dans certains systèmes, et ainsi de suite. Donc, on rédigeait des notes soit en papier, soit en formulaire, qui n'étaient pas intégrés. Maintenant, les notes sont rédigées directement dans le DME, sont déposées de façon électronique et sont disponibles en temps réel dans le dossier patient parce qu'on les envoie directement dans Oasis, les notes qui sont pertinentes au dossier. Les rendez-vous étaient faits en agenda papier ou bien dans une série de systèmes. Maintenant, les rendez-vous sont électroniques puis sont affichés. Par exemple, dans l'hospitalier, on peut voir le prochain qui va passer, on peut avoir une borne, et ainsi de suite. Donc, ça change beaucoup les façons de faire pour nos accueils, notamment. Les prescriptions médicales et les requêtes étaient faites sur papier. Maintenant, elles sont transmises électroniquement directement aux pharmacies ou données de façon électroniquement là où il faut faire la requête. Par exemple, on va intégrer certains modules, je vais en parler un petit peu plus tard, qui vont faciliter un peu la tâche de nos cliniciens. Les patients aussi faisaient la file pour aller à l'accueil. Lorsque c'était très achalandé, il y avait une grande file avec les personnes qui voulaient s'enregistrer. Maintenant, les patients peuvent s'enregistrer automatiquement et de façon autonome dans les différentes bornes. Finalement, le suivi des demandes clinico-administratives était en papier ou à l'oral. Maintenant, tout ça est consigné dans le système du dossier médical électronique et il permet aussi de communiquer entre les professionnels de façon électronique. Donc, un grand changement, beaucoup de pratiques qui ont changé et qui passent de façon complètement électronique. Évidemment, certaines cliniques avaient déjà une partie des technologies en place, mais maintenant, ils ont l'ensemble des technologies requises pour faire tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va prendre un exemple en milieu hospitalier. La prise de rendez-vous, lorsque le patient prend le rendez-vous, il peut recevoir une confirmation par texto et il peut passer à travers une borne d'orientation. Donc, quand il arrive dans l'hôpital, il peut scanner sa carte médicale, puis avec cette carte-là d'assurance maladie, ça peut lui confirmer son rendez-vous puis le diriger vers la bonne clinique. Il peut ensuite faire son parcours jusqu'à la clinique et s'enregistrer directement à une borne d'enregistrement. Donc, il y a une borne à l'entrée de la clinique, il peut s'enregistrer et mettre à jour ses informations pour s'inscrire dans la file virtuelle. Ensuite, il y a un affichage dans la salle qui dit quand le prochain patient passe, un peu comme dans les banques, là où il y a des files d'attente. Et il peut aussi, dans certains endroits, il peut aussi se promener ou aller à la cafétéria, tout ça, et recevoir une notification par texto quand c'est son tour. Finalement, quand il consulte le médecin, il y a un dossier pour ce patient qui est pris en charge directement dans le dossier médical électronique, qui aussi transmet les données à notre dossier clinique pour tout le CIUS. Donc, quelqu'un qui serait dans une clinique externe, par exemple, pourrait prendre ses notes directement et ces notes au dossier pourraient être envoyées
à Oasis est accessible à tous les professionnels. Finalement, il y a un portail patient où les gens peuvent, où les cliniciens peuvent déposer différentes informations pour que le patient consulte. C'est un peu tout ça, le parcours des cliniques numériques. Donc, et nous avons déployé ça dans 97 différentes cliniques au courant de l'année dernière. Concrètement, la vision pour un clinicien ou pour un médecin, c'est qu'il voit directement, il utilise les systèmes que vous voyez ici. Il y a son e-visite, donc c'est un système pour les visites qui arrivent, donc pour gérer la file d'attente et ainsi de suite. Il y a son DME intégré où tous les dossiers, les résultats de laboratoire, les résultats d'imagerie, le DSQ, la pathologie, le fax sont tous intégrés vers le DME. Et le DME, lorsqu'il rédige ses notes, envoie ces données-là au dossier clinique informatique qui est OASIS. Il y a aussi une requête d'imagerie qui va être intégrée aussi éventuellement dans le DME, où on pourra cliquer sur le DME, puis ça pourra ouvrir directement la requête d'imagerie pour la remplir. Donc, plus besoin de se connecter dans ces deux systèmes-là. Un seul suffit. Finalement, il peut aussi accéder au Oasis en cliquant sur un bouton, puis avec un lien, on va pouvoir ouvrir en contexte Oasis dans le dossier patient s'il veut la vue globale du dossier du patient. Et il y a aussi un portail où il peut déposer le dossier. Voilà. Je te passe la parole, Annabelle, pour la mise en œuvre. Oui, donc c'était vraiment un très gros projet qu'on a réalisé. On avait vraiment beaucoup de pain sur la planche. Fait qu'il a fallu qu'on ait une recette vraiment optimale puis super structurée avec notre ingrédient magique là, qui était vraiment d'avoir une équipe dédiée, super engagée puis super motivée qui était vraiment dans toutes les cliniques puis qui facilitait la transition. Qui travaillait vraiment dans un état d'esprit d'ouverture, de collaboration, qui travaillait aussi avec une structure de gouvernance dans les centres hospitaliers qui nous permettait d'avoir des décisions rapidement pour vraiment être en mode agilité, pour avoir des sites de déploiement qui étaient rapides, agiles. On a développé au fur et à mesure des outils de communication, de partage d'informations qui nous permettent vraiment d'envoyer l'information sur le terrain pour être réactif à ce niveau-là. L'équipe dont je vous parlais, dans le fond, était vraiment sur site pour accompagner le personnel vraiment durant toute la transition avec un plan de gestion du changement et qui passe la main après ça aux agents de transformation numérique pour le plan post-déploiement, qui nous permet vraiment de capitaliser sur tous les liens qu'on a eus et de continuer à en avoir. Un des facteurs de succès super important, c'était l'implication soutenue, puis vraiment tout au long de la démarche de l'équipe médicale. On a développé aussi comme une grande boîte à outils avec des parcours de formation continue, des capsules, des documents de référence, et dans le fond, tout ça qui alimente là, une communauté de pratique. Et dans le fond, tout ça, ça démontre qu'on est vraiment capable dans des temps assez rapides, de faire des affaires vraiment exceptionnelles. Fait qu'un gros bravo à tout le monde là, qui a participé là-dessus. Je vais vous présenter, dans le fond, la fameuse recette là, que je vous parlais en haut. C'est une recette qui se fait sur 6 semaines et on avait plusieurs équipes qui faisaient des cliniques en parallèle. Donc, on roulait la recette en parallèle. Le début, c'est tout ce qui est préparation. Fait que on présente la solution aux équipes, on fait un peu le plan de projet, on fait les validations technologiques. Rapidement, on passe à la section déploiement où est-ce qu'on regarde c'est quoi les processus, qu'on configure le DME pour s'adapter au processus, on crée des utilisateurs, on modifie des fois un peu les processus de travail pour profiter un peu plus de la solution, on importe les formulaires. Rapidement, on passe à la période de formation où est-ce qu'on forme tout le monde, les médecins, le personnel de soutien, le personnel clinique, les gens du centre de rendez-vous s'il faut. Et après, on passe en production et c'est là que l'équipe qui est sur place, fait 2 semaines de support, puis avec vraiment du coaching, de la formation one-on-one qui accompagnait vraiment les gens à la transition. Ça a beaucoup aidé là, à la gestion du changement. Et suite à ça, ben, on faisait un retour sur le site 1 mois suivant le début de l'utilisation pour voir ben, comment ça se passe 1 mois plus tard. Après aussi, phase très importante, on fait le suivi de l'adoption. Est-ce que ça va toujours bien? C'est quoi les indicateurs? Est-ce que le DME est toujours super utilisé? Les nouvelles fonctionnalités, puis on fait du renforcement aussi via les capsules de formation. Donc, on a été assez rapide. C'est quelque chose qu'on a fait très rapidement, mais on s'est assuré de toujours rester proche des usagers et du terrain. Vraiment, on veut vraiment répondre à un besoin. Donc, c'était important pour nous de rester très proche des usagers puis des employés.
Donc, un exemple de ça, c'est au niveau des bornes. On a fait un premier projet pilote avec les bornes d'enregistrement qu'on a fait à l'hôpital de Verdun dans les cliniques externes. Donc, on les a déployées, on a regardé comment ça s'est passé, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs irritants et qu'il y avait toujours besoin d'avoir des bénévoles, du personnel administratif qui aident les usagers là, à s'enregistrer à la borne, notamment pour les gens qui ont des handicaps visuels, moteurs. La numérisation de la carte de RAMQ aussi, c'était pas évident pour beaucoup de personnes. Il y avait une question il y a beaucoup de personnes qui avaient des difficultés à comprendre. Et une fois que les gens avaient le bien imprimé entre les mains, c'est pas toujours clair pour eux qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Donc, on a tout repensé le visuel. Ça a été une refonte là, complète qui a été faite du visuel et vraiment maintenant plus convivial. C'est beaucoup plus simple. C'est plus facile à comprendre. Puis les chiffres le montrent. Fait que dans le fond, les irritants, ça a diminué de 74%. Le temps d'utilisation a diminué significativement aussi, puis le taux de satisfaction est passé à 99%, ce qui est vraiment excellent. Et dans le fond, en plus de tous les bénéfices là, intrinsèques aux cliniques numériques qui vont vous être expliqués un peu tantôt, dans le fond, ce programme-là nous aide à déployer le DSN, va nous aider à déployer le DSN. Dans le fond, le DSN, là, c'est le dossier santé numérique, c'est le système, c'est un DCI de troisième génération qui va venir informatiser l'ensemble là, du réseau de la santé. Et ça nous amène à une échelle de IMSS de 6. Les échelles de IMSS, c'est une échelle dans le fond, ça nous sert à évaluer la maturité d'informatisation d'un établissement de santé. C'est de 0 à 7. Le IMSS, pour la première année, on prévoit que ça va nous amener au niveau 6. Donc, avant les cliniques numériques, avant les programmes d'informatisation, on a fait une évaluation de notre IMSS, on était au niveau 0. Donc, après toute la consolidation des systèmes, quand on avait un seul OASIS, un seul système de pharmacie, un système de laboratoire, un seul tout, ben, on s'était rendu au niveau 2 parce qu'on avait déjà des systèmes d'établissement, une notion de dossier patient d'établissement. Et avec les cliniques numériques, ben, on a vraiment fait un pas de géant là, dans tout le secteur ambulatoire. On est rendu au niveau 4. Fait qu'on voit que l'écart pour se rendre au niveau 6 s'amenuise au fur et à mesure qu'on s'informatise et ça va nous aider à la passer à notre prochaine future là, étape qui est le DSA. Donc, je vais passer la parole ici. Oui. C'est à mon tour. Je suis là pour parler d'un peu des bénéfices que vécu avec ce projet-là. Je dois vous dire, là, c'était pas tout du rose bonbon, là. Tu sais, il y avait quand même des enjeux, puis merci à des équipes, des informatiques, les équipes, toutes les directions cliniques là-dedans qui ont supporté ça, parce que on parle de gains ici, puis ces gains-là sont vraiment réels, mais il faut investir le temps, il faut que les personnels embarquent, il faut que les médecins, les équipes de soins embarquent. Puis avec ça, on est capable de livrer vraiment quelque chose qui porte fruit avec beaucoup de bénéfices. Ici, on parle de gains financiers. Normalement, on pourrait avoir des économies jusqu'à 300 000 avec ce projet-là, surtout en lien avec la numérisation et les coûts, la réduction de coûts d'impression de transport. On a eu quand même certains enjeux pareils. Là, il fallait imprimer certaines affaires qu'on n'imprimait pas avant. Mais malgré ça, il y a quand même un net gain. Il y a un gain de temps. Une fois que les gens sont habitués à utiliser le produit, les différentes étapes sont respectées, on est capable d'avoir un gain d'environ 15 minutes à 1 heure par jour pour les médecins et les professionnels qui utilisent les cliniques numériques. Puis aussi, on peut sauver beaucoup de temps aux agents administratifs à l'accueil, aussi en un temps des bornes, puis aussi en réduisant un peu la file d'attente, c'est un peu moins stressant pour tout le monde. Et on est capable de vraiment concentrer sur les usagers qui ont besoin d'aide, qu'on ne peut pas aider à la borne. Puis aussi, c'est vraiment les gains au niveau environnemental. On peut peut-être estimer qu'il y avait 1 million de feuilles qui n'auront pas été imprimées ou utilisées suite à cette intervention-là. Euh, L'utilisation des bornes, ça, c'est vraiment un bon impact. Tu sais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu environ 142 000 passages aux bornes depuis le projet. Et après ça, on voit que sur 153 000 visites dans les cliniques, donc on voit vraiment 93 des usagers passent aux bornes. Fait que ça réduit vraiment énormément le nombre de visites vers l'accueil. Fait que, parce qu'on est capable de vraiment saisir les données que 71 de ces usagers-là, ils ont pu régler leur affaire en allant
de la borne, que la borne est très utile pour éviter des passages à la réception, fait que ça gagne du temps, fait que puis à l'accueil, nos réceptionnistes peuvent faire d'autres tâches aussi importantes pour nos équipes de professionnels médicaux. Un dernier point, là, c'est vraiment améliorer l'expérience employé-usager. Les gains sont en premier pour les usagers. On voit vraiment une flexibilité. Ils sont capables d'avoir la borne, sont capables d'avoir leur texto ou un indicateur pour où se présenter. Avec l'utilisation du portail patient dans le produit mère, les usagers aiment ça parce qu'ils peuvent recevoir des messages, ils peuvent recevoir leur rapport. Ils peuvent avoir des confirmations de prescription envoyées à la pharmacie qui est disponible maintenant aussi. Les usagers, il y a vraiment une amélioration d'expérience en termes de l'optimisation de la fluidité, de l'autonomie, de la rapidité en s'enregistrant à la borne. Du côté des médecins, on est capable d'avoir une meilleure sécurité du dossier dans le sens que tout ce qu'on fait dans le dossier numérique est enregistré. Fait que là, on peut les retracer, nos événements. Il n'y a plus de petits bouts de papier qui traînent. Tout est intégré. Ça améliore la communication. Les médecins, les professionnels qui l'utilisent interagissent régulièrement avec les équipes administratives. Donc, il n'y a plus de petits bouts de papier. Il y a les messages qui se vont. Les messages sont sauvegardés dans le dossier patient pour laisser une trace. Et aussi, c'est un bon outil de collaboration avec les autres professionnels. Les infirmières, par exemple, ici, aiment mieux ça parce que les notes sont lisibles et claires des médecins, les prescriptions sont claires. Fait que tout le monde est gagnant avec ça plutôt que du papier qu'on écrit à la mitaine. Fait que là, on n'est pas capable de lire, puis ça prend 2, 3 personnes qui se mettent ensemble pour décider qu'est-ce qui est écrit sur la feuille. Et l'aller-retour, moi, je suis un utilisateur de ces produits-là depuis quelques années, fait que c'est vraiment agréable d'avoir des allers-retours sécuritaires, pas par texto, pas par courriel, vraiment intégrés dans le dossier médical électronique qui permet vraiment des bonnes informations à la bonne place. Et pour les archives, il y a un gain d'efficacité. On travaille toujours sur cet aspect-là pour essayer de réduire la numérisation. C'est vraiment ongoing. On essaie de trouver d'autres solutions afin de réduire encore parce que c'est déjà attaché au dossier, fait qu'il n'y a pas besoin de réattacher les éléments, fait qu'il y a vraiment un gain puis moins de stress pour le personnel. Fait que pour moi, c'est gagnant et c'est vraiment un moyen d'aider vraiment à travailler pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui est notée ici. Toujours activer le micro. Merci Daniel. Donc, je vais aller avec le côté innovation. Pourquoi? Vous entendez beaucoup de points au niveau des cliniques numériques. C'est des points qui ont l'air vraiment concrets, qui sont déposés. Mais comment que tout ça est venu vraiment changer la donne au niveau des cliniques externes des 2 hôpitaux? Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on a 2 hôpitaux qui ont été déployés. Donc, en fait, je vais même vous ramener dans une des des diapositives que Sergio a mentionnées au début, parce que vous voyez un peu le cheminement de l'usager. Je vais vous donner c'était quoi l'actuel. Puis l'actuel, il n'y a pas si longtemps que ça pour vraiment vous mettre en perspective de comment que ça fonctionne aux cliniques externes. Donc, tu sais, si vous prenez quelqu'un de votre famille, vous-même, qui se présente à l'hôpital, vous savez c'est quoi? C'est plusieurs bâtiments qui en font un seul, c'est plusieurs corridors, c'est plusieurs portes, c'est difficile de se repérer. Si on est chanceux, on a un gros point d'interrogation dans le visage, puis il y a quelqu'un qui va venir à côté de nous, qui va dire, ah, vous cherchez les cliniques externes, au bout à droite, deuxième corridor. OK, on y va, on a confiance, on y va, on redemande peut-être même à une deuxième personne. En fait, quand on réussit à trouver les cliniques, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on va être pris en charge. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, finalement, on fait la file. On est comme 4, 5, 6, 7, on fait la file. Puis finalement, on arrive où? On arrive à un agent administratif où ce que lui, finalement, il nous écoute. Vous venez ici, oui, j'ai rendez-vous. On sort pratiquement le bout de papier de notre sac, de notre porte-monnaie pour expliquer, oui, j'ai un rendez-vous avec docteur Mascalu aujourd'hui. Puis, OK, c'est quoi votre nom? Donc, il faut que vous le répétiez. Il y a un mur. Tu sais, rappelez-vous, on était dans le COVID il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des gros plexiglas, des fenêtres qui sont là. Donc, il faut expliquer mascaleux. Et, comment qu'on appelle ça? Donc, 2, 3 fois. L'expérience n'est pas vraiment super, mais la personne se sent prise en charge. Après ça, elle fait quoi? Elle repart avec son petit coupon. Elle va s'asseoir. Elle attend. OK, un jour, je vais être appelé. Il y a tout le processus après ça qui se passe dans les salles avec les médecins. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, la personne se ressort avec un bout de papier, renouvellement de prescription. Prochain rendez-vous. C'est pas le médecin, c'est pas l'agent administratif, c'est pas l'infirmière qui fait le processus. Donc, tout tombe dans les mains de l'usager d'aller reporter à l'agent administratif qui, encore une fois, refait une deuxième file d'attente
pour aller donner ces petits documents pour que ça soit faxé ultimement. Donc, en fait, compte, tout ce que j'ai expliqué, c'est un peu le processus que tout le monde vivait aux cliniques externes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, avec les cliniques numériques, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de réutiliser des choses qui étaient déjà en place. On parlait de COVID tantôt, mais effectivement, c'était de reutiliser des équipements, des technologies qui avaient déjà commencé à être mises en application pour les réutiliser dans un contexte où on a des problématiques. Vous avez parlé comme comment s'y retrouver. La borne d'orientation tranquillement à l'arrivée. OK, elle va être encore améliorée, donc il y a toujours un souci d'amélioration. Après ça, une fois que j'arrive, je suis capable de me prendre en charge moi-même. Il y a une borne d'enregistrement. Avec ma carte d'assurance maladie, je suis capable d'aller scanner, ça va me dire où est-ce qu'il faut que je m'assoie, c'est quoi le numéro de ma salle. Donc, on est capable de, comme usager ou comme penser à nos parents, qui sont autonomes dans leur prise en charge. Après ça, quand on voit le médecin, l'infirmière aussi maintenant sont capables de tout mettre des notes numériques dans le DME, qui est un autre outil. Donc, on n'a plus besoin d'écrire sur quoi que ça soit retranscrit, trouver n'importe quoi. Non, tout est directement numérique. Et après, quand on ressort, ben, tout et après ça peut être transmis directement au pharmacien. Est-ce que c'est le médecin qui le fait? Pas dans tous les cas, bien souvent les agents administratifs participent, mais comment que c'est fait? C'est un échange, pas besoin de courriel, tout est dans le DME. On n'a pas besoin de 4-5 outils, une petite note, on a un groupe d'agents administratifs qui sont derrière après ça. OK, il faut donner un rendez-vous à Jonathan Mascaleux dans 6 mois, dans une semaine. C'est conscrit. Et après ça, nous, de notre côté, les agents administratifs voient les notes. On a un groupe qui est derrière, qui sont capables d'envoyer. Donc, en fait, on réutilise, puis on utilise même pleinement des outils. Je pense qu'assez souvent, on a entendu parler d'outils qui sont utilisés. On arrive avec un nouvel outil. Pourquoi il y avait l'autre? Et là, c'est ça. C'est vraiment, on les essore, on va vraiment le plus loin possible qu'on peut avec nos outils. Et c'est ce qui fait que c'est de l'innovation. On peut passer à la prochaine journée. Donc, l'IMEC, c'est quoi? C'est un travail d'équipe. On parle souvent de quand on dit ça, finalement, on dit, tu sais, seul on va loin, seul on va rapide, mais en équipe, on va beaucoup plus loin. Mais effectivement, comme tout projet, il faut impliquer ses parties prenantes. C'est pas en le faisant tout seul, une belle procédure, un beau document piné sur un mur ou archivé que, tu sais, ça va faire comme, wow, tu sais, ça a été fait. Non, c'est un travail de longue haleine avec beaucoup de personnes. Ici, vous avez beaucoup entendu Sergio, Annabelle de la DRI. Donc oui, tu sais, des agents, des spécialistes en informatisation clinique qui étaient là, de savoir c'est quoi les besoins cliniques, comment qu'on les transforme, une équipe d'agents de changement qui était avec nous pour vraiment pouvoir descendre les messages, OK, comprendre la résistance, comment on peut le travailler. Fournisseur de solutions, au centre sud, on ne fait pas des DMA, donc oui, on est allé chercher, je ne parlerai pas de tout le processus, mais on est allé chercher des fournisseurs pour pouvoir nous aider dans la mise en place, poser des questions, nous aiguiller, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un deuxième temps, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on a vraiment travaillé avec notre fournisseur de solutions. Annabelle parlait de l'ajustement, mais effectivement, on a eu des usagers partenaires qui sont venus avec nous. Les bornes sont faites pour que vous soyez debout. Moi, je t'en suis souvent. Ah, ben, effectivement, il faudrait les adapter. Le langage, l'expérience, donc on a vraiment été en chercher. Il y en a même qui nous ont suivis. On a fait une présentation un peu similaire dans le conseil multi. Les usagers partenaires nous ont parlé de l'expérience puis comment contents qu'ils ont aimé être impliqués dans le processus. La direction des services multidisciplinaires, on est très large, on est comme les plus gros. En fait, quand les cliniques Excellence sont sous la DSM, donc on a des agents administratifs qui sont impliqués, personnel infirmier aussi, comment on prend les notes, comment on transfère l'information. La direction des soins infirmiers, même chose, on a aussi des cliniques à l'intérieur des cliniques externes, donc ça a été travaillé avec les gestionnaires, les cliniciens, les agents administratifs, et comment qu'on fait, comment qu'on change nos processus, comment qu'on y arrive. Et du côté professionnel, bien évidemment, les médecins, c'est les principaux utilisateurs, donc comment on travaille avec eux, comment s'assurer que ça soit utilisé, comment qu'on veut qu'ils communiquent, comment qu'on peut adapter certaines choses. Les archives sont responsables du dossier patient, donc aussi avec eux, qu'est-ce qu'on numérise, qu'est-ce qu'on envoie. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec ces personnes-là. Et maintenant, vu qu'on sort aussi des autos, on en a aussi à l'intérieur, mais tout le secteur dépendance, jeunesse, peuvent en bénéficier. On peut passer, John. Donc, en fait, quand les apprentissages réalisés suite au déploiement sont majeurs. Donc, quand on a une ensemble, c'est parce qu'on a une vision. La vision, après ça, on est capable de la descendre en plusieurs éléments. Donc, c'est vraiment important d'être capable de dire où est-ce qu'on veut se rendre, comment on peut le faire, puis le découper. OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, finalement, l'équipe, nous, quand le projet a été déployé, c'est vraiment de dire oui, on veut y aller, puis comment? Par exemple, on a pris des gens qui étaient les plus prêts à démarrer. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que tranquillement, bien, les gens embarquent dans cette vue d'ensemble-là, ben oui, c'est utile. Donc, au moins, on est capable de contaminer tous les utilisateurs, tous les secteurs pour arriver justement à la vision qu'on avait. Les super utilisateurs, c'est quelque chose de nouveau. Donc, de plus en plus, je ne sais pas si vous en entendez parler, mais dans les projets, tranquillement, on démarre avec des super utilisateurs. Donc, c'est plus entre les mains d'un seul ou deux personnes
qui ont toute l'expérience au niveau de la DRI, qui maintiennent le pilotage clinique. On les garde, ces personnes-là sont vraiment importantes, mais elles sont distraites d'autres choses. Au moins, les supervisateurs sont capables de venir aider dans l'équipe, bien l'expliquer, pérenniser aussi. Les supervisateurs, c'est quelque chose qu'ils veulent. On ne veut pas juste que des gens qui fassent une tâche A, B, que ça soit terminé. Les supervisateurs, ce sont des gens qui sont motivés, qui veulent en apprendre davantage, qui sont bien dans leur rôle, mais si on est capable d'en donner, bien, effectivement, ils sont capables de devenir après ça des formateurs au niveau de l'équipe, des gardiens du savoir aussi, les impliquer, voir comment que les processus aussi peuvent s'adapter au niveau de l'outil ou l'outil, comment peut s'adapter avec les processus. Donc, ce sont de plus en plus des gens, une façon de faire aussi qu'on a dans les projets de ce centre-sud. De faire un suivi, bien évidemment. On ne fait pas un projet, on plie bagage, puis on croise les doigts que ça fonctionne. Non, il faut vraiment renforcer l'adoption, puis ça, c'est comment qu'on le fait? C'est en faisant un suivi. C'est trop facile. On est des humains, on retourne tranquillement vers nos vieilles chaussettes, comment qu'on faisait les choses. Donc, en faisant un suivi, en s'assurant que les gens utilisent les outils, qu'ils comprennent bien, que s'il y a des enjeux, qu'on les régler ou qu'on discute. Donc, c'est vraiment important de faire le suivi parce que sinon, comme je mentionnais, c'est ça, on dévie un peu. Donc, ça nous permet de garder notre vision qu'on avait au départ. Avoir une équipe champion, Annabelle l'a mentionné, l'équipe était sur le terrain de A à Z. À la DSM, on était vraiment chanceux, étant donné qu'on a plusieurs spécialités. Ça venait une après l'autre, mais vraiment, l'équipe est allée sur le terrain, comprendre c'est quoi les processus, essayer de nous aider le plus possible à les démêler avant le déploiement, avoir la formation sur le terrain. Donc, c'était pas juste des formations derrière un écran. Donc, oui, il y avait une formation avec des formateurs, mais aussi dans l'utilisation, il y avait du parrainage, des gens étaient avec nous, s'assurer, non, ça c'est moins bien fait, de faire de telle façon. Donc, l'équipe terrain a vraiment aidé dans l'adoption de ces pratiques-là, parce que sinon, sans ça, c'est sûr et certain qu'on a un petit peu décalé. Il y a un sondage qui a été effectué, mais oui, on peut aller directement à l'importance là-dessus. Ah ben, le sondage, si vous voulez, ça, je vais faire un appel à mon équipe, Annabelle ou Sergio. Je pense que tu étiez un peu plus présent que moi à ce moment-là pour le sondage auprès de la clientèle. Je ne sais pas, médecin, si vous voulez prendre ce volet-là. Oui, on a fait un sondage auprès des médecins pour savoir leur niveau de satisfaction. Habituellement, les médecins, s'ils n'aiment pas quelque chose, ils ont tendance à nous le dire, là. Donc, on trouvait que c'était un bon échantillon pour voir si on atteignait les objectifs. Puis on a évalué 5 différents volets. S'ils comprenaient le projet, s'il y avait un désir de mettre en place le projet, la connaissance, la compétence et si le soutien était adéquat. Puis on a eu des scores aux alentours de 8 partout, sauf dans la connaissance. Donc, ça nous renforce dans le fait de mettre en place des super utilisateurs et de mettre le bon soutien aussi à notre corps médical pour qu'il puisse s'approprier cet outil. Pour quelqu'un qui l'utilisait déjà dans sa clinique privée, la transition est beaucoup plus facile, mais par exemple, un médecin qui n'a jamais utilisé de système, ça prend un certain accompagnement pour qu'il maîtrise les fonctionnalités. Je pense que le même sondage va être fait au niveau des professionnels maintenant qu'on est sur le point de finir toute la première ligne, là. On va faire le même sondage auprès de nos professionnels puis nos cliniciens pour être sûr qu'on atteint les objectifs et on fasse les ajustements aux besoins. Merci, Sergio. Importance de la suite, effectivement, on parlait de faire un suivi, mais maintenant, ce qui est important de faire, c'est comment continuer à s'améliorer. Donc, il y a la mise en place d'une table de priorisation et d'évolution où est-ce que toutes les directions partenaires avec la BRI sont présentes pour voir quels seraient les prochains changements ou qu'est-ce que le fournisseur, la technologie amène, qu'est-ce qu'on veut vraiment développer de notre côté. Donc, c'est vraiment de le prioriser. Il y a un volet de toute amélioration continue aussi qui est fait encore une fois avec toutes les directions utilisatrices, mais c'est vraiment une revue des pratiques. Donc, on avait déployé le projet, comment que ça fonctionne maintenant, est-ce qu'on a une possibilité de s'améliorer à l'interne sans même nécessairement toucher à l'application ou aux outils qui ont été développés. Donc, tout ça, ça commence à être en place. On a des ateliers, en tout cas au niveau de la DSM, beaucoup d'ateliers à revoir nos processus, comment que la personne arrive, comment quitte, donc à l'intérieur de notre processus, comment on peut l'adapter et renforcer l'adoption et l'autonomie. Donc, nos supervisateurs ont aussi maintenant un canal Teams, sont suivis, il y a des rencontres qui sont faites, je ne me souviens plus nécessairement de la fréquence, mais il y a des enjeux qui sont discutés, de la formation, il y a plein de points pour vraiment créer le sentiment de fierté aussi d'être derrière, mais vraiment aussi leur donner des outils pour qu'ils soient autonomes et redescendent dans leur équipe. Culture du numérique, mais bien évidemment, ça continue. Donc aujourd'hui, avec le pôle de l'innovation numérique, là, ça nous aide vraiment à en parler, à en partager le plus possible pour que les gens, même qui n'ont pas été impliqués, puissent vraiment bénéficier de tous ces avantages-là, puis que ça l'augmente, parce qu'un jour, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver dans leur secteur qui vont avoir une similarité. Donc, c'est vraiment important que la numérique, les gens soient de plus en plus courants.
Réellement, ben, juste avant les fêtes, les cliniques numériques ont été lauréats d'initiative. Donc, au niveau des prix d'excellence de l'administration publique, ce prix voulait récompenser une réalisation qui utilise efficacement les technologies pour améliorer les services aux citoyens. Donc, on a même été dans une autre catégorie, mais celui-ci, on est on est bien faire. Donc, si jamais vous voulez les trouver, ils se retrouvent aux cliniques externes des deux hôpitaux, sont affichés clairement, puis les employés ont pu vraiment voir un aboutissement à leur travail que tout le monde aime. Merci. Super. Ben, merci beaucoup pour cette belle présentation, Sergio, Daniel, Annabelle et Jonathan. Moi, c'est pas la première fois que j'entends parler de ce programme-là, mais je continue à être impressionnée par l'ampleur puis la complexité d'un programme comme ça qui a été mis en place relativement rapidement dans notre SUS. Donc, bravo encore une fois. On va démarrer la période de questions, puis je vais commencer par vous lancer une première question. Puis Sergio, je vais m'adresser à toi en lien avec le DSN. On parle beaucoup du dossier santé numérique, le DSN, pour ceux qui en ont entendu parler. Veux-tu expliquer très brièvement c'est quoi le DSN, puis de quelle manière un programme comme celui-là nous permet de se préparer davantage pour l'arrivée de ce grand projet? En fait, le DSN, c'est le dossier santé numérique. Donc, comme Annabelle l'a mentionné tout à l'heure, c'est un DCI comme un Oasis de niveau 3, de génération 3, beaucoup plus évolué, qui ne va pas couvrir juste la partie hospitalière, il va couvrir l'ensemble de tous nos processus. Une grande partie de nos processus va remplacer beaucoup de systèmes, je pense au moins une soixantaine, 70 systèmes minimum. Donc, tout ce qui est Logipec, ainsi de suite, sont ciblés pour ce remplacement-là et qui vont intégrer tous nos processus. Un peu comme au privé, on parle beaucoup des ERP, là, des systèmes comme SAP et ainsi de suite, qui permettent d'automatiser les processus, des attachés. C'est ça un peu de l'ISN. Il va faire des trajectoires, des grandes trajectoires, puis informatiser toutes ces trajectoires-là. Pour nous, comment ça nous aide à nous préparer, c'est vraiment important parce que, un peu ce qu'Annabelle a montré au niveau des échelles de maturité, c'est important de progresser dans les échelles de maturité. En fait, il y a plein de bénéfices. Chaque fois qu'on monte de niveau d'échelle de maturité, il y a moins de risques médicaux, il y a plein d'avantages à monter dans ces échelles-là. Mais en plus, le saut de passer, vous imaginez le saut de passer de 0 à 6 d'un coup, de 2 à 6, est beaucoup plus difficile que de passer de 4 à 6. En fait, pour passer au niveau 5, qui est notre prochain niveau, ça nous prend la FADM, donc les médicaments, le circuit du médicament complètement informatisé. Puis ensuite, c'est le 6. Donc, on est beaucoup plus proche de quelque chose déjà d'informatisé. Puis la transition vers un DSN va être beaucoup plus facile quand on maîtrise déjà un niveau 4. Donc, on maîtrise de faire la requête, l'ordonnance de façon électronique, qu'on maîtrise les médicaments de façon électronique, et ainsi de suite. Quand on s'habitue à ça, la transition est beaucoup plus facile après pour un dossier santé numérique. Puis une sous-question de Éric Paradis en lien avec le DSN. Comment est-ce que vous envisagez la pérennité et la complémentarité des processus innovants qui ont été mis en place avec l'arrivée justement du DSN? En fait, il y a beaucoup de vases communicants dans le dossier d'un DME et un DSN, dans le sens que les processus pour être codés et normés dans un DME doivent être revus et doivent être informatisés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir porter vers le DSN avec la même mécanique là, de comment on a révisé, comment aussi on a normé certains processus parce que le DSN exige, le DME exige qu'on traite des choses d'une certaine façon. Donc, ça permet aussi d'avoir une méthode dans certains éléments. Il en reste encore beaucoup à faire, je pense, pour normer l'ensemble de nos processus qui sont énormes, mais ça, c'est directement portable vers le DSN. Il y a des endroits dans le monde où le DSN cohabite avec un DME et même où il cohabite avec ce qu'on appelle un système de numérisation de base, comme nous, on a Access Anywhere, mais ça peut être un autre. Donc, le DSN n'est pas une solution pour l'ensemble de tous les systèmes. C'est une solution généralement qui fait une grande partie des processus et qui vient être complémentée par d'autres systèmes. Ça dépend un peu là, de l'interaction entre les différents systèmes. On aura évalué ça lorsqu'on aura l'architecture finale puis les plans de match du DSN. On va pouvoir voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est migré, qu'est-ce qui est ajusté. Mais pour moi, ce que je vois, c'est qu'une grande partie de ce qu'on a fait est portable et va être réutilisable. Et pour savoir si le DME va continuer ou pas, ça, on aura analysé un peu tous les modules qui auront été pris par la province au niveau du DSN. Puis là, on pourra évaluer si c'est pertinent ou pas. Si je comprends bien, dans le fond,
vous n'avez pas tout le fin détail de ce qui sera possible de conserver ou pas en termes de modules. C'est plus tard, lorsque le DSN va arriver de façon plus détaillée, vous allez envisager qu'est-ce qui va être sauvegardé, transitionné vers les modules de EPIC, puis ce qui va peut-être rester du DME, là, mais c'est... En fait, on a une série qu'on sait déjà qui ne resteront pas. Ceux-là sont assez clairs. Par exemple, les spécialisés qui vont directement vers EPIC. Donc, ceux-là sont assez clairs. Pour ce qui est de l'autre, il y a un plan de transition à faire pour ce qui est de lorsque nous, on déploie. Il faut comprendre que pour déployer un EPIC, il y a une période de configuration assez énorme, là, où on configure les processus, et ainsi de suite. Les deux vitrines vont pouvoir nous dire, une fois qu'ils ont fini, l'ensemble des configurations, ça fait à peu près, disons peut-être 40 ou 50 des configurations, j'imagine, dans ce coin-là, où on aura déjà des manières de faire, où on va pouvoir construire nos choses dessus. Donc, à partir du moment où on a cette fondation-là, on va pouvoir évaluer ceux qu'on n'est pas sûr des systèmes. Il y en a une partie qu'on n'est pas sûr. Il y a une partie qui sont très claires, qui vont être remplacées. Mais ceux qui sont transversaux, des fois, par exemple, le DSN va faire 2 tiers des choses, mais là, il y a une petite partie qui n'a pas été déployée encore ou qui va venir dans une phase plus tard. Fait que là, ceux-là vont cohabiter temporairement. Donc, ça nous reste à définir. On doit définir ça dans les prochaines étapes, lorsqu'on fera nos travaux préparatoires au DSN. Parfait, merci. Il y a Lamia qui se demande si nous avons la visibilité sur les dates du déploiement du DSN. Alors, pour l'instant, on a juste la visibilité sur les dates des 2 vitrines qui sont supposées finir cet automne, mais pas d'autres informations sur les dates des autres établissements. On ne sait pas le séquencement encore exact, ni la portée exacte que tout ça va couvrir. On va sûrement entendre ça obtenir ça au courant de l'année. J'ai une prochaine question pour tous les présentateurs. Là, ce que vous avez présenté, ça touche autant à la direction des ressources informationnelles qui a travaillé très fort sur le projet, mais aussi les directions cliniques qui ont été fortement impliquées à travers tout le processus. Donc, c'était vraiment un réel partenariat qu'on a pu observer à travers le projet. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte, et c'est quoi les conditions gagnantes selon vous pour un partenariat clinique pays ou clinique administratif dans un contexte comme celui-ci? Je peux peut-être m'y lancer. En fait, c'est vraiment la compréhension de la réalité. Tantôt, je mentionnais qu'on a 2 hôpitaux. Malheureusement, on n'est pas un copier-coller. Nos processus ne sont pas pareils. Nos gens ne travaillent pas de la même façon. Donc, même si c'est un outil qui permet de travailler de la même façon, ça a vraiment été gagnant d'avoir les gens qui ont été près de nous à dire, OK, mais comment vous fonctionnez finalement? Parce qu'au départ, on allait faire peut-être un copier-coller. Non, historiquement, c'est pas la même façon. Donc, il y a des gens, il a vraiment fallu qu'ils viennent nous aider. Donc, il a fallu vraiment qu'ils réfléchissent avec nous à dire, OK, de votre côté, c'est pas du 1 pour 1, vous avez un lot de gens qui répondent à un lot de médecins. Oui, effectivement. Donc, de créer des adresses génériques pour que tous nos gens puissent avoir les mêmes messages. Et nous, après ça, de descendre dans nos équipes la différence de processus, mais vraiment d'avoir une fusion TI et clinique pour vraiment s'assurer de bien comprendre l'un et l'autre. Ça a vraiment été gagnant parce que sinon, on serait parti avec on serait parti puis ça n'aurait tout simplement pas fonctionné là, de notre côté, là. Super, merci. Annabelle, Sergio, est-ce que vous aviez des points à compléter? Moi, je peux ajouter aussi qu'il y avait quand même dans ce dossier-là un leadership fort de tous ceux qui pilotaient le dossier, là. Je veux dire, on avait des bons collaborateurs on avait le côté médical avec Daniel qui lidait toute la partie médecin, on avait la partie DSM avec Julie Desailly. Donc, tu sais, il y avait vraiment une certaine synergie puis vraiment une cadence là, qu'on a mis en place. Je pense qu'on était tous convaincus qu'il fallait faire ça. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé. Mm. Et peut-être pour compléter, dans le fond, c'est vraiment avoir des équipes terrain multidisciplinaires, mais qui étaient comme dégagées, puis qui avaient du temps, puis qui travaillaient vraiment en équipe. Avec une équipe terrain avec des gens de TI, des gens cliniques, des médecins vraiment qui pouvaient travailler en mode blitz pour informatiser leur clinique, puis après ça, on passait à la prochaine. Super, donc pour éviter les angles morts dans un contexte comme celui-là. On avait une question dans le chat de Jean-Claude. Avez-vous utilisé des outils développés par des innovateurs externes, donc des entreprises, développés à l'interne ou les deux? Et si c'est à l'externe, pourriez-vous les nommer? Je peux répondre à cette question-là. En fait, on a acquéri un dossier médical électronique. Cet outil-là, habituellement, n'est pas utilisé en milieu hospitalier. Ce n'est pas fait pour un milieu hospitalier, mais il a beaucoup évolué au fil des années.
Donc, c'est quand même une partie de l'innovation vient du fait de faire cohabiter cet outil-là dans un écosystème hospitalier. C'est quand même assez difficile comme logique. Il faut, dans un dossier hospitalier, il faut vraiment que c'est très multidisciplinaire, donc il faut que les notes soient déposées au dossier, il faut que les rendez-vous soient souvent centralisés, il faut qu'il y ait un autre outil qui vienne porter les rendez-vous. Donc, intégrer cet outil-là qui répondait quand même très bien à un besoin de clinique externe, mais pas nécessairement dans un écosystème hospitalier. Donc, faire fonctionner ça ça représente une partie qui est très innovante aussi. Les bornes, évidemment, parce que dans les bornes, on a mis une certaine intelligence dans nos bornes, donc on pouvait détecter la personne. On a aussi des cas qui sont complexes, par exemple, des gens qui n'ont pas numéro d'assurance maladie, ils n'ont pas d'identification, donc il y a des cas d'exception un peu partout. Donc, être capable d'avoir un scénario prévu dans ces cas-là, c'est important. Puis finalement, il y a aussi l'intégration, l'écosystème, l'interopérabilité. On a beaucoup développé là-dessus. On veut appeler la requête d'imagerie automatique, on veut intégrer différents systèmes parce qu'ultimement, ce qu'on aimerait, c'est réduire le nombre de systèmes qui sont utilisés dans la clinique externe avec toutes ces intégrations-là. Ça fait partie un peu de la recette. La recette, c'est d'utiliser un outil d'ajuster un outil pour l'utiliser dans son potentiel dans le réseau de la santé. Excellent, merci. Puis on a une main levée de Martin. Bonjour. Bonjour. Une petite question, mais peut-être en lien avec des projets futurs. Moi, actuellement, dans ma direction, j'ai un peu le mandat de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour numériser les consultations à l'étage. C'est-à-dire, actuellement, on a deux façons de fonctionner. Une façon à l'urgence, qui utilise via Cierge, que les consultations sont entrées directement dans Cierge, soit par le médecin, ce qui est souhaité, mais des fois, c'est rattrapé par l'équipe quand le médecin ne l'a pas entré dans le système. Ce qui nous permet, avec le Power BI, de faire un suivi des consultations demandées, combien de temps, différents aspects qu'on est capable de faire du repérage pour voir où on a des enjeux, on a des goulots, on a des délais. Cependant, sur les unités actuellement, on fonctionne encore en version papier, c'est-à-dire le médecin fait sa consultation, écrit sa consultation dans ses prescriptions, l'équipe relève les prescriptions du médecin et ils ont une feuille locale qui vont aller écrire consultation en cardio, téléphoniste avisé, avec tout un système local de couleurs, de crochets, qui est particulier à chaque département. Et là, on veut amener une façon de faire un petit peu comme à l'urgence qui nous permettrait de faire un suivi des requêtes, des consultations médicales professionnelles, physio-TS, qui sont en attente, voir les délais, combien de temps que ça prend avant qu'ils soient informés, combien de temps qu'ils réalisent. Donc, en écoutant tout ça, c'est super intéressant, mais ce que je trouve un peu difficile, c'est que j'ai l'impression que les projets sont travaillés à plusieurs niveaux. Donc, moi qui ai infirmier de formation, qu'on me demande de Martin, il faut qu'on ait une façon rapidement d'être capable de suivre nos consultations à l'étage. Donc là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Clinibases nous permet certaines choses qui demandent des changements dans les façons de travailler de différentes personnes, mais à ce que je comprends, je trouve qu'on travaille les projets par petits bouts, mais de façon isolée. Ça serait super intéressant que ces projets-là soient tous mis ensemble et qu'on dise avec des gens qui ont les compétences, parce que c'est sûr, moi, je ne suis pas informaticien, je suis infirmier dans la vie. Donc, si vous avez besoin de conseils, de questions sur le côté clinique, ça c'est mon terrain de jeu. Mais de faire ça chacun de son côté, je trouve ça très difficile. Donc, je me demandais s'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en commun ou si ça serait plus facile, justement, qu'il y ait quelqu'un à la base qui supervise tous ces travaux-là pour éviter le dédoublement et que je travaille sur quelque chose que dans 2 mois, on dise « Hey Martin, finalement, il y a ça qui s'en vient, fait que tout ce que tu as fait. » Donc, c'est une question et une envolée en même temps. Il n'y a pas de réponse simple à ça, Martin. C'est compliqué parce que ce serait un bon projet de développement pour l'informatique et à faire, mais on est dans le court terme, il y a zéro argent, puis il y a zéro possibilité de développer quoi que ce soit avec le contexte budgétaire. Mais ce genre de problématique va être adressé avec la mise en place du DSM, le dossier santé numérique, dans
On espère que Notis, on est dans la prochaine vague. Là, on fait des représentations pour ça, mais ça veut dire dans 3-4 ans, si je ne me trompe pas, Sergio. Fait qu'il faut mettre comme un processus intérimaire en attendant à voir, là, mais c'était quelque chose qui pourrait discuter au niveau d'informatique avec Marénic et Sergio là, par rapport à ça pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être mis en place, où il y a un autre processus qui pourrait être fait, là, mais c'est pas toujours la solution la plus compliquée qui est la meilleure. Donc, souvent, il y a des choses qu'on peut faire, soit avec du Power BI ou avec des processus qu'on peut ajuster. Puis, il y a tout aussi un projet où il ne faut pas oublier que les cliniques numériques, ça ciblait vraiment les cliniques externes. Maintenant, pour tout ce qui est unité de soins et tout ça, on va regarder ça avec le deuxième programme qui s'en vient. Puis, c'est sûr que le DSN est la solution ultime parce qu'elle informatise tout. Mais je pense qu'il faut travailler sur les deux côtés. On est quand même une organisation et un écosystème extrêmement complexe. On a des centaines et des centaines de systèmes qui, pour les faire cohabiter et travailler tous ensemble, c'est quand même complexe. Donc, je pense qu'il faut travailler sur les deux côtés. Ce qu'on peut faire en attendant, qui est fonctionnel, puis qui nous aide, puis qui va améliorer les soins à court terme, puis comment on s'intègre aussi à moyen terme dans le DSN pour avoir une vue totale avec. Puis un n'exclut pas l'autre, puis ça c'est des vases communicants, ils s'aident. Donc, si on fait quelque chose, ben, c'est probablement ça, ces indicateurs-là qu'on va aller mettre dans le DSN plus tard. Donc, je pense qu'il faut travailler avec les morceaux qu'on a, mais avoir un système intégré pour avoir le suivi de tout, ça s'appelle un DSN. Merci Daniel et Sergio. On va prendre une dernière question parce que tu as mentionné données, puis là j'en vois une qui touche à ça. Donc vous avez mentionné une stratégie de données au début dans votre pyramide. Dans quel niveau, dans la réalisation de votre projet, est-ce que vous avez touché à la stratégie de données? En fait, il y a plusieurs éléments à cette question-là. C'est quand même large comme question, mais à plusieurs niveaux, on a travaillé. On a travaillé, de la donnée pour savoir la satisfaction, tout ça, ça va de soi, puis l'avancement. Mais on a travaillé aussi au niveau il y a beaucoup déjà de rapports qui étaient sur place, qui étaient faits à la mitaine ou faits de façon en PDF ou en Excel. Donc, ça, on regarde aussi parce que le DME vient avec ses propres outils de reporting qu'on aura probablement et on va aussi les verser dans notre lac de données qui est à la DQPA pour qu'ils puissent faire des rapports et du Power BI éventuellement. Donc, tout ça va s'intégrer dans la stratégie de données lorsque la partie du lac arrive à la première ligne, donc aux cliniques externes. Donc, ultimement, ce qu'on voudrait, c'est avoir toutes les données versées de façon organisée, puis d'avoir des indicateurs standards pour toutes nos cliniques externes et toute notre première ligne. Ça serait l'idéal, mais on n'est pas encore rendu là. Ça va être à construire. Excellent. Ben, un grand merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes les questions. Merci encore pour la belle présentation. Aujourd'hui, on était quand même assez nombreux. On s'est rendu jusqu'à peu près 150 participants. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter aussi. Puis, la présentation va être rendue disponible suite à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous connaissez maintenant les personnes derrière ce beau programme. Donc, encore une fois, bravo, félicitations. Puis, un grand merci à tous. Bonjour à vous. Merci. merci à vous tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci.